Avant de clôturer cette journée, on va laisser la parole à la salle s'il y a des questions. Moi, je voulais juste préciser deux choses. On a vu en effet sur ces 3 films 2 séances d'hypnoanalgésie avec de l'hypnose formelle, notamment pour la macrobiopsie du sein et puis également la kinésithérapie. C'est vrai qu'en pédiatrie, on va, comme l'a dit Madame Sylvestre, jusqu'à l'âge de 5-6 ans, d'abord concentrer l'enfant sur de la distraction et essayer de proposer diverses distractions pour focaliser l'attention de l'enfant. En revanche, on peut tout à fait faire des séances d'hypnoanalgésie qui ressemblent à des séances comme celles qu'on a pu le voir chez l'adulte, en racontant des histoires, et comme l'a dit Madame Sylvestre, en jouant au foot. Et puis je voulais faire une autre précision, parce que ça a été dit également, mais ça me paraît important de le préciser. En effet, en tant que soignant, on doit pratiquer l'hypnose dans son champ de compétences. Et donc, en tant qu'infirmière, aide-soignante, kiné, médecin, on va pratiquer l'hypnoanalgésie pour modifier l'intensité de la douleur et non pas de l'hypnothérapie pour traiter une pathologie par l'hypnose. Ça, c'est vraiment important, puisque du coup, en tant qu'infirmière, kiné, soignant, médecin, évidemment, on ne va pas faire... C'est pas la même formation d'accompagner un patient pour modifier la douleur que pour aider un patient à arrêter de fumer, par exemple. Ça, moi, je sais accompagner un enfant pour lutter contre la douleur, mais je ne sais pas faire de l'hypnothérapie par rapport à des pathologies particulières. Voilà, ça me paraissait important de le préciser. Alors, est-ce que vous avez des questions ? C'est vrai qu'on a enchaîné les films les uns après les autres, donc on laisse la parole libre. Oui, merci. J'avais une question notamment par rapport à l'hypnose chez l'enfant. Apparemment, les parents, les enfants et les soignants sont satisfaits du résultat. Et je voulais savoir si on avait un retour assez grand et sur le long terme pour savoir s'il y avait des effets négatifs, c'est-à-dire sur la construction du schéma corporel ou d'autres notions de la construction psychologique de l'enfant. Alors, on n'a pas très bien entendu. Moi, j'ai entendu, vous disiez que les parents avaient l'air contents de l'hypnose, mais vous voulez savoir s'il peut y avoir des conséquences négatives de l'hypnose sur le développement du schéma corporel de l'enfant, c'est ça ? Sur le long terme, oui. Je ne pense pas qu'il y ait des soucis par rapport à ça. Enfin, pas à ma connaissance. Alors, ça va vraiment avec le point de précision que j'ai fait avant, c'est-à-dire qu'on est sur de l'hypnoanalgésie et on utilise l'hypnose comme outil de communication. On utilise vraiment l'outil hypnotique pour accompagner l'enfant à moduler sa douleur et à diminuer le ressenti douloureux. On n'est pas du tout dans de la thérapie. D'accord ? Donc du coup, on ne va pas du tout aller sur le schéma corporel de l'enfant. Juste, il est dit que les adultes âgés sont peu hypnotisables. Est-ce qu'il y a vraiment une étude qui a été faite sur cette population en particulier ? Vous m'entendez ou pas ? Je vous ai tout à fait entendu, mais alors je ne suis pas tout à fait apte à vous répondre, donc je me suis tournée vers ma voisine qui m'a dit que... Alors, pour répéter la question pour ceux qui n'ont pas entendu, vous avez dit... que les adultes âgés sont peu hypnotisables. Donc est-ce qu'il y a une étude qui a été faite en particulier sur cette population, ou alors c'est qu'on n'a pas l'information ? Alors, moi, j'ai pas d'études à vous citer parce que je ne sais pas s'il y en a de fait, mais il est vrai qu'une personne âgée est difficilement hypnotisable. Et est-ce qu'il y a une raison particulière ? Là, je ne pourrais pas vous dire... On va peut-être passer la parole au grand feu qui, du coup, a une grande expérience de la personne adulte et de la personne âgée. Alors effectivement, moi j'ai un petit peu plus d'habitude au niveau des personnes âgées et des adultes plutôt que des enfants. Et en fait, j'ai été très surprise, au contraire, par le côté très adhérent des personnes âgées. En fait, moi, a priori, pour le moment en tout cas, je n'ai jamais eu de problème avec une personne âgée. On ne peut pas dire que les personnes âgées sont peu hypnotisables. Pas dans ma pratique à l'heure actuelle. Après, en général, l'hypnose, c'est-à-dire que la pratique pédiatrique fait dire que, pour répondre à votre question,
qu'aller à la rencontre de l'enfant et aller dans l'univers de l'enfant, ça nous paraît plus simple, notamment le 7-11 ans, on sait qu'il est extrêmement disponible. Il a un imaginaire extrêmement développé, il n'est pas encore rentré dans la phase de préadolescence et adolescence où être un peu plus introverti et où ça va être parfois un peu plus difficile de rentrer en contact. Mais à partir du moment où vous êtes dans une communication, dans la relation avec l'autre, que vous allez le rencontrer, aller dans son univers et aller le faire parler de ce qu'il aime, la personne âgée, vous pouvez la faire partir en séance sur une recette, sur un souvenir d'enfance, sur une chanson, sur une maison, enfin sur un lieu de vacances ou un souvenir qui lui est tout à fait agréable et vous allez pouvoir aller l'accompagner. L'enfant, il est très facile, il se connecte très facilement, mais après, la personne en général, il faut aller à sa rencontre. Moi, ce n'est pas une question que j'ai, c'est deux remarques. Je trouve extraordinaire que ce projet soit porté par une aide-soignante. Ça met en valeur le travail de l'aide-soignante et vraiment, je trouve ça super. C'est génial. Par rapport à l'intervention sur l'hypnoanalgésie en pédiatrie, moi, je n'ai pas du tout d'enfants dans mon hôpital, donc, ou très peu de la chaîne de l'espoir, donc c'est minoritaire. Je savais que dans les hôpitaux pédiatriques, les hôpitaux étaient décorés, peints, tout ça. Mais cette idée d'une histoire qui est racontée à partir de l'accueil du patient avec un livret que l'on transmet ensuite et que l'histoire perdure jusqu'au bloc opératoire, jusqu'à l'installation, j'avais pas cette connaissance et je trouve ça aussi extraordinaire. Et puis, la troisième remarque que j'ai à faire, c'est par rapport à l'hypnoanalgésie en radiologie. Ça fait suite à enfin, pour moi, hein, je ne sais pas, je me trompe peut-être, mais à une présentation qu'on avait eue lors d'une journée du CNRD aussi, c'était à l'espace Charenton, où on avait eu un médecin qui était venu nous parler justement du mammotome, et je trouve la continuité dans le suivi des actions du CNRD intéressante, et puis continuer parce que c'est vraiment génial. Oui, c'est au balcon maintenant. Pardon, par ici. Sur votre droite ? Voilà. Voilà. Ouais, effectivement. Donc c'est vrai, alors moi je voulais revenir aussi, repréciser encore une fois, comme vous décriviez tout à l'heure, c'est le champ de compétences et qui peut, je pense, du coup amener la personne à dire effectivement qu'avec les patients âgés, ça peut être plus compliqué d'amener en hypnose. Alors c'est vrai que moi c'est pareil, en fait, dans ma pratique, j'ai jamais eu aucune difficulté à amener les patients en hypnose. Et donc bon, après les patients âgés, je pense que c'est toujours pareil, en fait, c'est une question de pratique, une question de savoir en fait quel est leur cadre de référence pour pouvoir les amener facilement en hypnose, en fait. Hein. Et moi, alors c'est vrai qu'on a un peu anticipé sur ce que j'allais dire à la personne juste avant. C'était vraiment pour saluer en fait votre pratique. Alors je sais pas votre nom, hein, qui est aide-soignante, et c'est vraiment votre attitude auprès. Ouais, c'est vrai que d'ici, pardon, j'ai très bons yeux. Hein, j'ai 12 dixièmes à chaque œil, mais j'avoue que d'ici, il m'en faudra au moins 15, quoi. Et vraiment, en fait, vous avez une attitude de proximité avec le patient. Je dirais en fait, la particularité en fait du métier d'aide-soignant, c'est qu'on a le choix en fait. Soit on peut vraiment passer sur le soin, et puis parce que parfois en fait, ce qui se passe, c'est qu'on a vraiment beaucoup de soins à faire, de nursing, etc., etc. Enfin moi, pour avoir déjà travaillé en tant qu'aide-soignant dans une maison de retraite, ça peut être parfois très compliqué. Et on sent, en tout cas je sens dans votre attitude que vous avez développé justement cette sensibilité à l'autre, cette proximité à l'autre, qui fait que systématiquement vous avez toujours été attentive à la personne. Et ça, pour être vraiment dans le soin, en tout cas en hypnothérapie, c'est essentiel. Et on voit que vous avez vraiment un regard enveloppant. À un moment donné, vous voyez, il y avait un gros plan sur vos yeux, vous regardiez, vous observiez complètement le patient, vous étiez même en dehors de la conversation qui pouvait se diriger entre la personne qui filmait et l'opérateur, et vraiment, après, encore une fois, vous l'avez réinstallé le patient, encore une fois, au moment où il y avait quand même l'échange, et on sent que vous avez vraiment cette proximité avec le patient, et je souhaite vraiment de tout cœur que vous continuiez à pratiquer. Vous êtes vraiment quelqu'un, à vous voir, vraiment exceptionnel, quoi, voilà. Bon. Je vous remercie beaucoup pour ces remarques et puis je vous donne le numéro de téléphone du directeur. Si j'arrive à lui faire une augmentation, pourquoi pas, effectivement. Et je voulais souligner également l'accompagnement d'hypnoanalgésie pour le mammotome parce que je suis extrêmement impressionnée d'une chose. Je pratique moi-même l'accompagnement d'enfants douloureux en hypnoanalgésie. Et c'est vrai que c'est assez rare quand même de voir un soignant, un médecin, du coup madame, accompagner en hypnose et faire le geste, qui n'est pas n'importe quel geste. Quand on voit la précision
à tel point qu'on se demande à un moment donné, du coup, on voit bien que vous êtes dans la répétition. Pour ceux qui ont entendu, c'est vrai qu'à un moment donné, Madame dit c'est bien, parce qu'il y a eu l'injection et il y a le prélèvement. C'est un acte extrêmement précis. On voit que vous êtes tout à fait en phase avec votre manipulatrice radio. Ma question était, est-ce que vous êtes la seule à être formée dans votre centre? Et où est-ce que vous avez réussi à former du coup les soignants qui travaillent avec vous pour qu'ils comprennent bien comment vous accompagner au mieux et si d'autres personnes pratiquent l'hypnose? En fait, donc j'avais présenté ce projet à la Société française de scénologie de pathologie mammaire, qui était donc pionnier. Donc j'étais la première en France à faire le geste et l'hypnose. Donc ça m'a valu le premier prix, même si au départ j'avais pas mal d'opposition parce qu'on n'y croyait pas trop. Donc c'était ça il y a plus de 10 ans. Et c'est vrai que depuis, en fait, y compris au centre où je travaille ou en France, après, je dirais que la technique a diffusé dans les gestes interventionnels et notamment également dans les microbiopsies du sein. Peut-être plus par le biais de l'hypnose conversationnelle que l'hypnose formelle. Pour répondre aussi aux personnes âgées, je dirais vraiment hypnotisable ou pas, je dirais que c'est vraiment une question de pratique. Ensuite, ce qui est important, c'est d'aller en quelques questions, vous allez chercher les ressources de la personne. Et avec ces ressources, par exemple, une personne âgée, je repense à une histoire qui aimait faire des lasagnes dans sa cuisine, tout simplement. Elle était contre l'hypnose, elle n'était pas en sécurité, donc je l'ai fait partir en fait dans sa cuisine en faisant des lasagnes. Et si vous voulez, les bruits qu'elle pouvait entendre, qui n'étaient pas très sympathiques, très techniques, je les ai assimilés bien sûr à la machine de lasagne, à la machine à faire les lasagnes. Et ensuite, vous induisez et vous faites porter les représentations mentales et l'imaginaire et l'histoire personnelle de vos patients dans la transe et ensuite tout se passe très bien. Donc c'est toujours très important d'aller chercher je dis toujours, ce sont les patients qui donnent leurs ressources, quel que soit leur âge. Donc après, effectivement, le domaine de la pédiatrie, je dirais, il y a peut-être, comme vous parliez de l'enfant de 7 à 11 ans, je dirais il y a des constantes. Mais en tout cas, c'est nous qui allons chercher la ressource chez l'individu, chez le patient, chez la patiente. Et c'est eux qui vont nous apporter les solutions pour pouvoir les accompagner en fait dans cette dissociation. D'autres questions ? Oui, s'il vous plaît. Oui, bonjour, je suis Gwenelle, infirmière au Centre L'Espoir à Lille, donc un centre de rééducation. Donc j'ai bien apprécié le reportage sur le centre du feu de rééducation. Et quand on voit ça et l'ensemble de votre travail à toutes, on a envie de voir ça tous les jours. Et quand je sais que je fais des soins douloureux, des décapages de moignons qui sont vraiment pas déjà psychologiquement difficiles et douloureux, on aimerait être accompagné ou savoir le faire nous-mêmes à nos patients. Et est-ce que, voilà ce qui serait très, très bien, je pense, parce que moi je connais l'hypnoanalgésie que depuis 2 ans grâce au CNRD et aujourd'hui du CNRD, mais est-ce que vous intervenez auprès des écoles infirmières et de soignants pour promouvoir un peu ça et pouvoir ainsi, on va dire, peut-être motiver pour les prochaines générations de diplômés? Alors, je ne sais pas à qui la question est destinée, mais je vais répondre. En tout cas, il y a l'association Sparadrap qui propose une formation à l'hypnoanalgésie sur 3 jours. Il y a de nombreux établissements qui sollicitent cette formation, notamment dans le Nord. Pour vous dire, il y en a une aujourd'hui à Lille et encore demain.
Donc ça, c'est intéressant de communiquer autour de cette association-là dans vos établissements. Donc c'est vrai que l'association Sparadrap, ça sera plutôt l'hypnoanalgésie en pédiatrie, ce dont je parle. Il y a des formations courtes quand même aussi auxquelles on peut avoir accès en hypnoanalgésie pour l'adulte. Après, moi, j'interviens en tout cas à un titre personnel de par ma fonction en école de puériculture, en école d'auxiliaire et en école d'infirmière, où bien sûr, quand on fait un cours sur la prise en charge de la douleur, on parle évidemment de l'hypnoanalgésie. Je suis membre de Pédiadol et je participe aussi au DIU de la douleur en pratique quotidienne où évidemment il y a la promotion de l'hypnoanalgésie. Donc la plupart des diplômes universitaires sur la prise en charge de la douleur parlent quand même de ces méthodes complémentaires. Ce sont quand même des méthodes qui ont le vent en poupe. L'hypnose l'a beaucoup. On parle également d'autres méthodes psychocorporelles. Il va y avoir la relaxation, il y a le tai chi, le yoga, mais il y a la pleine conscience. Enfin, il y a d'autres... ce que j'ai envie de vous dire avant la formation, c'est que c'est aussi une attitude personnelle et professionnelle, c'est-à-dire que quand on commence la formation, qu'elle soit courte ou longue en hypnoanalgésie, on se rend compte très souvent qu'on a beaucoup de ressources et beaucoup de compétences, que parfois on les mettait déjà au service du patient sans tout à fait réaliser que c'était déjà des compétences qui étaient proches des outils hypnotiques. Si déjà on fait très attention aux mots qu'on utilise, qu'on essaye d'être positif dans le soutien et dans l'accompagnement, on fait déjà beaucoup de choses pour réussir à accompagner le patient. Et la saturation dont parlait tout à l'heure Madame Sylvestre et l'hypnose conversationnelle alors après ce sont des techniques bien sûr qui sont à apprendre, mais c'est pas si compliqué que ça. Donc voilà, soyez le plus proche de qui vous êtes pour accompagner vos patients et puis essayez de vous renseigner évidemment pour les formations. Oui, alors je voudrais simplement aussi rajouter une chose. Anne, dans le film, précise qu'elle a été formée à Rennes à Émergence et cette formation, par exemple, figure sur le site du CNRD au milieu d'autres concernant l'hypnoanalgésie et l'hypnose en général. Vous pouvez aussi vous reporter au site qui va vous donner les références. Alors, puisque j'ai le micro, j'en profite pour vous demander, s'il vous plaît, de bien ramener les questionnaires qu'on vous a confiés. Il y a une boîte à l'accueil qui va servir à récolter tout ça. On en a absolument besoin. Alors, ce n'est pas encore fini, mais puisque vous avez vos feuilles en main et que vous n'êtes pas encore parti, je fais passer le message. Merci. Il me semble qu'il y avait une dernière question. Oui, excusez-moi. Oui, ici. Alors, ici. Oui, pardon. oui bonjour. Oui. C'est par rapport à la première vidéo sur l'hypnoanalgésie avec le mammotome. J'ai eu, au cours de mon DU, j'ai eu un cours sur l'hypnoanalgésie et on nous a expliqué que dans l'hypnose conversationnelle, l'inconscient ne retenait pas la négation. Et là, vous dites ce sera un peu douloureux. Donc, est-ce que c'est un genre d'hypnose différent ou parce que nous, on nous expliquait qu'il ne fallait pas dire... Enfin, l'infirmière qui nous a fait cours nous a expliqué... qu'elle disait ce ne sera pas agréable et l'inconscient retenait ce sera agréable en gros. Donc je voulais savoir si c'était un petit peu différent de l'hypnose conversationnelle. J'ai pas tout entendu. Vous n'avez pas tout entendu? Non, j'ai pas tout entendu la question. Alors vous parliez de suggestions négatives, non? Oui, voilà. En fait, le cours que j'ai eu au cours de mon DU, on nous a expliqué que l'inconscient ne retient pas la négation. Donc en fait, quand vous dites oui, mais là dans le DVD, je ne dis pas ne pas. Oui, mais je dis douloureux. D'accord. Donc l'inconscient retient quoi? Alors ce sera. Je sais, mais il n'y avait pas la négation, c'est la. Non, je ne dis pas ne pas. D'accord, donc voilà. ok. D'accord. Alors, pour être précise, pour répondre en partie à votre question également, évidemment qu'on est assez dogmatique quand on fait cours. On va dire en effet, il faut éviter de dire le ne pas, puisque si je dis à un enfant attention, tu ne vas pas avoir mal, il va entendre mal et du coup il va retenir ça. Donc j'ai bien compris le message que vous passiez. Après, en séance d'accompagnement d'hypnose, on va en effet essayer d'utiliser les mots les plus positifs. Donc on va essayer d'utiliser inconfortable. Après, quand on est dans l'accompagnement hypnotique, on est aussi qui on est. Pour le coup, Madame fait le geste en même temps. C'est vrai que parfois, il y a des mots qui nous échappent.
Le mot douloureux n'est pas un mot très positif, mais il n'a pas non plus un sens très lourd à ce moment-là. Et du fait qu'elle est protégée par ce voile de soie, qu'elle est emmenée dans un moment particulier, il se peut aussi que, vous savez, quand les patients sont partis en état d'hypnose, ils n'entendent pas tout ce qu'on dit. Pour preuve, cette dame n'était pas au Colisée, mais elle est partie au Maroc et en Tunisie. Donc il faut faire attention aux mots qu'on emploie, mais tous les mots utilisés et employés ne sont pas tous entendus par le patient. Donc si parfois il y a un mot qui nous échappe, voilà, soyez tranquille, ça se passera bien. Ok, et du coup, avant cette séance-là, vous interrogez en gros un peu la patiente pour savoir ses centres d'intérêt, comme vous disiez tout à l'heure. Toujours, toujours. Mais ça peut même se faire au départ quand j'ai testé la méthodologie pendant 1 an, puisque j'avais pas de papier, j'avais rien. C'est-à-dire tout était dans ma tête et c'était les patientes qui me donnaient les solutions. Et c'est vrai qu'il suffisait finalement en quelques phrases de demander quels sont vos havres de paix. Là où vous vous ressourcez, est-ce que vous allez faire la cuisine, la natation, la forêt, le golf, j'en sais trop rien. Et en fait, il me suffisait de ces éléments-là pour ensuite partir dans leurs ressources, dans leurs propres ressources. C'est ce que je disais tout à l'heure. Okay. Et c'est vrai qu'il y a une dissociation vraiment impressionnante avec la transe hypnotique et les patientes étaient vraiment, je dirais, le corps, l'esprit était encore là, mais le corps n'était plus là. Et il y a beaucoup de patientes pour lesquelles aussi, je n'ai pas fait d'anesthésie. Là, sur le DVD, vous voyez l'anesthésie, mais il y a des patientes, parce que le foyer de microcalcification sur la mammographie était très petit, qu'on pouvait dissocier avec la xylocaïne l'image. Donc, il y a des patientes aussi où je n'ai pas fait d'anesthésie et ça s'est très, très bien passé. J'aurais même pu faire 2-3 biopsies. Donc c'est vrai que, et là, à ce moment-là, j'ai mobilisé aussi tout le personnel pour qu'ils voient un petit peu comment ça se passait. Voilà. Oui, je voulais juste dire, là c'est un petit aparté, là je reviens de Beyrouth et je reviens d'Égypte, et simplement pour dire que je suis présidente de Astarté, c'est une association transméditerranéenne femmes et cancer du sein qui parle avant tout de combat, qui lutte contre le cancer du sein et qui parle aussi de la condition des femmes. Donc je suis entendue aussi sur le plan politique actuellement et nous avons écrit une charte de la femme méditerranéenne dans le cancer du sein. Nous allons également intervenir à Gaza en Palestine. Et donc cette charte va être présentée à l'UNESCO au mois de décembre, donc pour la cause des femmes dans ce monde très malmené, particulièrement la Méditerranée, où nous combattons depuis 20 ans dans ce pays. Donc voilà, c'était juste une petite parenthèse, mais au nom des femmes. Merci. Oui, bonjour. Je me présente, Marilyn Fuménia, je suis infirmière en réanimation chirurgie thoracique à Montpellier, établissement clinique du millénaire. Et je suis également, alors depuis 28 ans je suis infirmière, et je suis également sophrologue depuis 15 ans. Je voulais vous demander si en tant que sophrologue, je me retrouve dans les DVD exactement dans ce que je fais avec mes malades. Je travaille la nuit pour leur proposer justement une autre façon de se soigner. Et je voulais savoir si au niveau reconnaissance et action que je peux mener dans ma clinique, parce qu'il tarde à créer le poste d'infirmière douleur, référente douleur. Donc je voulais savoir si j'avais une caution supplémentaire, s'il fallait absolument que je passe le diplôme d'hypnoanalgésie ou non. Est-ce que ça allait amener quelque chose vraiment de plus et par rapport aux patients peut-être et par rapport aux médecins, parce qu'au début ça riait, bon maintenant ils sont obligés de s'apercevoir qu'effectivement il y a quelque chose de positif qui se passe avec les relaxations que je propose à mes cœurs. Mais je voulais savoir si j'étais obligée de passer par ces 3 jours de formation ou autre. Alors, je vais vous renvoyer une question, c'est est-ce que vous êtes reconnue en tant que sophrologue dans votre établissement ? Tout à fait, oui. Je fais partie du CLUD et tous les médecins savent ce que je fais. Alors j'ai une bonne amie qui est sophrologue et praticienne en hypnose qui vous dirait que la sophrologie c'est la cousine germaine de l'hypnose. Hein. Très clairement,
on a quand même beaucoup de points communs. La différence peut-être, ça serait que la séance d'hypnoanalgésie, en tout cas, elle est un peu plus interactive et elle permet d'aller un peu plus vite que la séance de sophrologie, et on peut rapidement accompagner le patient et l'enfant, en tout cas, à faire de l'auto-hypnose. Mais au regard de votre pratique, si vous pratiquez depuis longtemps, après, vous savez, il y a des effets de mode sur les pratiques. Je ne suis pas certaine que 3 jours d'hypnose, ça vous apporterait toutes les clés. Après, si vous avez envie de pratiquer l'hypnose sur une formation longue, pourquoi pas. Mais si déjà vous pratiquez la sophrologie et que vous êtes reconnu, je trouve ça déjà très chouette. Merci beaucoup. Moi, je veux juste rebondir sur l'effet de mode, parce que c'est vrai que les formations hypnoanalgésie, elles sont très, très demandées. Mais bien souvent, je suis bien sûr pour toutes ces méthodes, hein, mais bien souvent, avant de se former à l'hypnoanalgésie, je pense qu'il faut quand même avoir des connaissances suffisamment solides en termes d'évaluation de la douleur, identification, parce que souvent, nous, on a beaucoup de demandes, justement, où est-ce qu'on peut se former. J'ai souvenir d'avoir travaillé avec accompagné une équipe en radiologie qui voulait que tous les manipulateurs radio soient formés à l'hypnoanalgésie, et donc au début je fais un petit peu un état des lieux et en leur demandant où ils en sont un petit peu en termes de démarche d'évaluation de la douleur, est-ce qu'ils évaluent la douleur, est-ce qu'ils utilisent le MEOPA, et je pense que c'est vrai que c'est très bien, mais donc on a fait tout un travail ensemble où on a repris un petit peu tout au niveau des bases, parce que c'est vrai que pour elles, par exemple une radio, un scanner, non, ça fait pas mal, et bon, enfin les manips au début elles me disaient ça, et pourtant elles étaient toutes très motivées pour améliorer les pratiques. Donc d'abord on a repris tout à zéro, on a mis en place une vraie démarche d'évaluation de la douleur en fonction des actes de radiologie, et ensuite effectivement pour certains gestes, donc elles ont mis en place avec l'unité douleur de leur établissement donc des formations complémentaires sur le MEOPA, et après est venue la demande, parce que ça aussi, pourquoi je dis tout ça, parce que quand vous demandez une formation, parfois vous pouvez avoir aussi des refus, comme j'ai dit ce matin, on parle toujours de budget, on dit non, et donc pour pouvoir objectiver et pour pouvoir vraiment montrer la nécessité d'avoir un apport supplémentaire et une formation, je pense qu'il faut dire, voilà, nous on en est là dans notre service, voilà où on en est, on a des actes qu'on réalise où les patientes, on les évalue, elles ont encore mal, on a déjà progressé, on a mis en place des protocoles médicamenteux, et vraiment l'association avec une méthode telle que l'hypnoanalgésie serait un plus. Et là, vous pourrez être entendu au niveau des directions parce qu'il y a un fil conducteur, il y a du sens. C'était juste ce que je voulais rappeler. Bonsoir. Moi, je voudrais ajouter quelques éléments par rapport à la prise en charge de la douleur chronique et hypnoanalgésie. Donc, je suis psychologue en consultation de douleur de l'hôpital de Laon, c'est dans l'Aisne. Je suis en train de faire aussi la formation hypnoanalgésie en IFH. Donc, l'hypnoanalgésie, en fait, pour les douleurs chroniques, c'est quelque chose d'assez positif parce que justement, les traitements médicamenteux, comme peut-être vous connaissez, ils ne sont pas vraiment efficaces, ou bien ça fait des années ou même des décennies, en fait, que ces gens-là, ils ont mal. Donc, ce qu'on met en place, en fait, c'est qu'il y a quelques séances de hypnoanalgésie. Et après, ce qu'on propose, c'est que la personne soit formée par nous à l'auto-hypnoanalgésie, en fait. Ce qui est assez compliqué parce que, il y a l'histoire du contrôle, en fait. Parce que dans la douleur chronique, il y a la personne qui a l'impression qu'il a perdu le contrôle, en fait, par rapport à son traitement. Enfin, les gens, quand on pose la question, ils croient que ça va rester comme ça. En fait, ils vont être des douleurs chroniques pendant toute leur vie. Donc, c'est tout l'enjeu, en fait, de les convaincre qu'un outil comme ça serait efficace et qu'ils peuvent, en fait, eux-mêmes se faire du bien, en fait, avec un moyen non médicamenteux. Voilà.